Linker, bonjour. Bonjour Marc. Tu fais pas 125 ans? Non, t'as vu, ça a bien conservé. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein, ça conserve la restauration. Non, mais plus sérieusement, 125 ans chez Léon, évidemment, à Bruxelles. Tu es la 6e génération. C'est ça. La 7e avec toi et tes frères. Les petits sont déjà en On route. va dire que les 7e sont en route chez tout le monde. Ils sont déjà en On route verra chez tout le bien. monde. Vous êtes une grande famille, c'est une saga familiale en fait cette histoire. Exactement, hein. D'ailleurs c'est pour ça que les enfants mangent gratuit ici chez nous et qu'on est très axé sur le personnel parce qu'on est une entreprise familiale et c'est important pour nous, très important. Alors on va attaquer direct ce qui fâche, pas nous, mais ce qui fâche les gens à l'extérieur, certains, c'est que très souvent quand on dit ah je vais manger chez Léon, les gens font ouais, tu vas chez Léon de Bruxelles, c'est quoi, c'est une usine à frites et à moules. Mettons les choses au point. Alors ça ne fâche pas que les clients, comme tu dis, ça me fâche à moi aussi. Parce qu'effectivement, on a toujours cette étiquette qui nous est collée sur le front de un petit peu la chaîne Léon de Bruxelles, un petit peu le restaurant touristique. Mais pour mettre les points sur les i, il faut savoir que la chaîne Léon de Bruxelles, c'est vrai que c'est une chaîne, mais bon, elle a quand même été élue meilleure chaîne de l'année en France. Moi j'y étais à Bordeaux chez Léon de Bruxelles, c'était correct. Voilà, donc, mais il faut savoir que Léon de Bruxelles est un concept simplifié que nous avons créé sur base de celui-ci en 1989. Donc on a pris, qu'est-ce que c'est notre identité? C'est vrai qu'à l'époque c'était des moules et des frites, et du coup là-bas c'est une chaîne comme Hippopotamus, comme Courte Paille, mais là par contre vous n'aimez pas les moules, c'est difficile d'aller manger chez Léon. À Léon de Bruxelles, autant pour moi. Léon de Bruxelles. Ici vous êtes chez Léon Friture Bruxellois, on a d'ailleurs retravaillé notre logo, contrairement à la chaîne Léon de Bruxelles où le logo est beaucoup plus simple. Donc voilà, on est quand même très fiers parce que c'est quand même une belle vitrine, mais il faut le savoir qu'ici c'est différent. C'est toujours vous, Léon, chez Léon? Non, ils ont leur indépendance pour le développement, voilà, donc on est toujours... Vous avez un œil lointain. On a un œil lointain, on est toujours éventuellement en collaboration, on va de temps en temps déjeuner ensemble, des choses comme ça, parce que bon, ça s'appelle quand même Léon, donc Léon c'est lui, hein, c'est le premier, hein, donc c'est toujours la famille, il est toujours marqué Vadlinker sur tous les murs à Léon de Bruxelles France. Donc il ne s'agit pas qu'ils repeignent tous les restaurants chez Léon de Bruxelles en rose, quoi. Non, voilà, il y a quand même un cahier des charges qui est établi. Demain, ils mettront pas des pizzas à la place des moules et ils mettront pas le... Voilà, sauf Champs-Élysées, parce qu'il faut le savoir, c'est le seul Léon du monde qui est bleu, parce que le vert est interdit sur les Champs-Élysées. Ah oui. Voilà. Et alors le deuxième... je sens que ça sent la question concours, ça tient. Ah, pourquoi pas. Ça sent la question concours. Pourquoi pas. Et alors le deuxième petit point, comme je disais juste avant, c'est cette fameuse étiquette de restaurant touristique. Alors, je suis à 500 mètres de la Grand Place, donc désolé, je vais pas faire fuir les touristes. 2, on a quand même 450 places assises sans compter la terrasse. Que là malheureusement je peux pas vous dire combien de places assises j'ai parce qu'un coup ça vient, un coup ça va en fonction des travaux, des licences de terrasse et tout ça. Les travaux à Bruxelles. On va parler de l'intérieur, donc 450 couverts, donc j'ai de la place pour les Bruxellois mais aussi pour les touristes. Puis ça fait partie du folklore, c'est ce que les gens aiment quand ils viennent. Ça fait partie du folklore, puis moi je suis très fier de faire découvrir notre gastronomie bruxelloise, ou nos plats du terroir typiquement bruxellois, à tous ces touristes justement. Et le fait d'avoir du monde, moi ça me permet d'être très exigeant avec les fournisseurs et d'être livré quotidiennement. Moi mes poissons c'est tous les matins, ma viande c'est tous les matins, mes moules c'est tous les matins. On fait nous-mêmes, j'ai une cuisine de mise en place là derrière, on fait nos beurres à l'ail, on fait nos beurres fromage, nos croquettes de crevettes, nos fondus fromage. Il y a des Marseillais qui me disent que la bouillabaisse est meilleure que certains restaurants touristiques chez eux. Donc voilà, on l'a fait vraiment nous-mêmes avec notre cœur et voilà. Donc, on sent que ça te passionne, que ça te fâche pas mais que ça te passionne. C'est important de mettre les points sur les frites. Moi je suis passionné par l'entreprise familiale, hein. Moi c'est... Je me souviens, je devais avoir 6-7 ans, un ami à mon père m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. J'ai regardé mon père, j'ai dit il est con celui-là, je vais travailler chez Léon. C'est inné pour moi de travailler chez Léon. Maintenant, comme dit souvent mon père, et bon les chiens font pas des chats donc peut-être je me répète, mais si mon papa ça avait été Brantano ou BMW, je serais passionné par Brantano ou BMW. Moi ce qui me passionne c'est l'entreprise familiale, c'est rentrer ici et d'être un Vadlinker, d'avoir mes aïeuls sur les murs, et ils sont tous affichés derrière moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien faire les petites réunions ici. Alors, on parle de ton père, justement, il nous avait accordé une interview au moment où il y avait ces fameux, où il y a eu les 12 faillites de 12 prestigieuses maisons bruxelloises. Il avait entrouvert une porte sur un intérêt éventuel pour les armes de Bruxelles, machin. On peut en parler déjà un peu ou pas? Parce que la presse dit que vous êtes les mieux placés sur le coup. On peut en parler... Il n'y a rien de secret, donc tout le monde sait qu'on pouvait remettre des offres à la curatrice, ça a été annoncé dans l'écho, donc... que certains de mes confrères disent que vous êtes à la corde, que c'est vous qui tenez la corde. Léon a un intéressement, c'est sûr, alors il faut le savoir que
ça fait longtemps qu'on a un intéressement. Déjà à l'époque, quand Jacques voulait vendre, voilà. Donc cette affaire nous a toujours entre guillemets intéressés. Il a donné chez vous. Mais là, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, moi, la curatrice, elle n'a pas donné sa réponse. Mais effectivement, on a un dossier, on le sent bien. Mais maintenant, je ne peux pas m'avancer. Par contre, je ne manquerai pas de vous faire une interview exclusive si jamais c'est pour nous. Ouais, c'est cool ça. Alors revenons à chez Léon. Donc la maison mère, parce qu'on ne va parler que d'elle, on va parler un peu de la chaîne, c'est de là, c'est vrai que vient cette image parfois un peu usine que les gens se sont mis dans la tête. C'est pour ça que c'est bien qu'ils viennent ici, parce que la maison mère, je rappelle, c'est le plus grand, c'est ton père qui me l'a dit, donc normalement c'est juste, c'est le plus grand restaurant de Belgique, au niveau taille. Je crois qu'il y a 110 personnes qui travaillent ici. Voilà, 110 personnes, une centaine de personnes. Hein. Ça fait énorme. À peu près 500 couverts par jour. Non, plus ou moins 500 places assises, mais on a une moyenne de 1400 couverts jour. Ah oui, autant pour moi. Je fais 400 000 couverts par an. C'est vrai que la semaine, je peux tourner à 800-900, sauf exceptionnel comme là maintenant c'est Seafood, on a un petit peu bousculé. Par contre, il y a des samedis, on peut atteindre 1800-2000 couverts. Hein. C'est de là aussi que vient cette image usine, uniquement du nombre et du volume qu'est-ce qu'il y a. Bah oui, quand vous êtes assis dans le restaurant et que vous voyez passer 50 personnes et puis encore 50 personnes, vous vous dites c'est un puissant fond là à l'étage et comment on va me servir dans les temps, mais faut pas s'inquiéter, j'ai 10 cuisiniers, j'ai des cuisiniers de garde, des cuisiniers de mise en place. Et puis encore une fois, on est comme n'importe quel restaurant, si pas même des fois mieux. Parce que bon, un accident, ça arrive. Un samedi, tu fais 1500, 1800 couverts, ça arrive un accident. Bien sûr. Mais il suffit de le dire. Il suffit de dire, excusez-moi madame, monsieur, je peux parler à un responsable, problème de cuisson, problème d'un serveur antipathique, ceci, cela. Et là, nous, on fait tout le nécessaire. On fait tout le nécessaire. Ça c'est important. Alors, les croquettes, on ne peut pas ne pas parler des croquettes de crevettes grises, évidemment. Oui. Tu me disais, je crois la fois passée, que c'est encore la recette de ta grand-mère, je crois, ou de ton arrière-grand-mère. On a comme ça quelques plats, tels la carbonade, les anguilles au vert, qui sont de très vieilles recettes et qui fonctionnent encore très bien. J'ai d'ailleurs à la carte de la blanquette, j'ai comme je dis justement de l'anguille au vert, j'ai de la carbonade, j'ai du lapin, j'ai du boudin. Donc tout ça sont des plats typiquement belges qu'on peut trouver ici par chez nous et j'en suis très fier. Et c'est vrai que c'est encore des recettes qui datent de ma grand-mère avec quelques petits ingrédients qu'on veut garder secrets. Ça se modernise un peu parfois. Un petit peu, voilà, on évolue avec son temps, évidemment, il va de soi. Si demain le succès ce sera de mettre une loge de bisque dans la croquette crevette, on en rediscutera. Mais là, moi, à l'heure d'aujourd'hui, mes croquettes crevettes, j'en suis ravi. Et dans 10 ans, on trouvera voilà. On verra, on évolue avec le temps. Alors, les moules, les croquettes, etc., une mise en place chez Léon le matin, c'est à peu près, allez, des chiffres, parce que ça parle bien les chiffres. Une mise en place le matin, écoutez, moi je fais un appareil à croquettes crevettes tous les 2 jours. Un appareil à croquettes crevettes qui peut compter jusqu'à 200 croquettes de crevettes. Tous les matins, moi j'ai 300, 400, 500 kilos de moules qui arrivent, donc on les réceptionne, on fait un test de qualité, test de chair, un pourcentage de chair par rapport à la coquille de moule, voir si on est satisfait, pareil avec nos poissons. Après ça, la carbonade, moi je vous dis, avec une moyenne de 1000 couverts par jour, moi je peux faire 50 kg de carbonade tous les 2 jours. Et les mousses au chocolat, c'est 150 mousses tous les jours. J'ai une cuisine à l'arrière qui est en mise en place avec des cuisiniers qui viennent à 5-6 heures le matin et qui font que ça, qui font que la mise en place. Parce qu'il faut savoir qu'une carbonade par exemple ne peut pas se faire minute, c'est impossible. Une carbonade doit mijoter. Ah oui, c'est sûr. Et alors après quand elle a refroidi, après elle attrape encore un petit peu plus de goût. Donc ce que nous on fait c'est qu'on la laisse un petit peu refroidir ou on la met en refroidisseur rapide, ensuite on la proportionne sous vide et puis avec le monde, 1 ou 2 jours plus tard, tout est vendu et elle a pu bien donner du goût et vraiment voilà. Est-ce que le contre-argument justement à ce côté quantité, c'est pas justement que quand on fait de telles quantités, on peut faire que du frais, fatalement? On peut, je vous dis oui et non, parce qu'on pourrait faire du pas frais ou du pas coup... frais, c'est peut-être pas conseillé quand même. Voilà, mais d'autres restaurants ou des choses comme ça, je veux dire, on pourrait, nous pas. Pourquoi? C'est pas le fait d'avoir, c'est justement le fait que on est exigeant avec nos fournisseurs. Un fournisseur, il tient à nous. Mon poissonnier, les viandes, on est un bon client. Un fournisseur de chez Léon, c'est un peu fournisseur de chez Léon, pour les brasseries. Voilà, si on veut, c'est un peu fournisseur de la cour, voilà. Le camion il vient que pour moi ici et après un deuxième camion il arrive à fournir tout le reste du quartier. Je l'ai vu dans la rue tout à l'heure. Des grosses quantités. Alors tout à l'heure j'ai commencé cette interview en rappelant que chez Léon de Bruxelles a 125 ans. C'est un jubilé particulier ça quand même. Alors 125 ans ça se fête, hein. On va pas fêter peut-être les 126, les 127, on n'a pas fêté les 123, mais là 125 c'est quand même un beau chiffre.
Donc pour l'occasion, on a fait un petit logo que vous avez pu avoir sûrement l'occasion de visualiser sur internet. On a aussi avec Camilla décidé de les mettre sur nos cartes menus. Donc juste pour un an, pour cette année-là, on a vraiment envie de mettre le paquet sur les 125 ans. Donc cette petite diffusion du logo, on a le projet de sortir mon père a le projet de sortir un magnifique livre qui racontera toute l'histoire de Léon, les 125 ans qui viennent de se dérouler. C'est à la rentrée ça, je crois. Ce sera aux alentours de la rentrée, oui, quelque chose comme ça. Tout le monde sera tenu informé en temps nécessaire. Et puis on va peut-être faire une soirée aussi, on va peut-être se replonger dans l'ambiance avec des vieux tarifs, des vieux menus, des choses comme ça. Donc voilà, mais tout ça, bon, 125 ans, c'est pas un mois, c'est pas une date, c'est toute l'année. Donc on a jusqu'au 31 décembre. Et on verra bien, la suite au prochain épisode, comme je dis souvent. Alors le petit logo, il est décliné en pins, on va en offrir 30 à partir de vendredi, là ça commence aujourd'hui sur le site, vendredi. 30, alors il y a la bière chez Léon aussi, là il y aura 6 packs collector à gagner sur 3 semaines. Alors c'est quoi cette aventure de la bière chez Léon? Alors déjà je vais insister sur le fait que je sais que ça te concerne particulièrement ça. Premièrement, j'insiste sur le fait que ce n'est pas une bière d'étiquette, donc c'est pas une bière qui existe où on a collé notre étiquette, où on les a embouteillées. C'est vraiment une recette sur laquelle on a travaillé. Donc on a travaillé sur cette recette pour pouvoir faire une bière qui puisse aussi bien aller avec les moules qu'avec les viandes et qui puisse aussi bien unir les hommes que les femmes. Donc voilà, on est parti sur elle est brassée à Reux par la brasserie Saint-Felien. Et on est très ravis, on vend pas loin de 400 hectolitres à l'année, uniquement de la bière Léon. Donc voilà, on est très fiers de notre bière. C'est vrai qu'à l'époque, on avait fait une tentative de les mettre en canette et de les vendre, mais malheureusement, on n'est pas brasseur et voilà, c'était pas notre métier et ça a été très difficile pour nous. Chacun son métier, chacun son métier. Voilà. Hein. Donc du coup, on la met en fût, et elle est chez nous et vous la trouverez que chez nous. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai une très bonne entente avec le Delirium, donc de temps en temps, quand il fait des petits événements, des choses comme ça, ou occasionnellement, il met un petit one-shot avec de la bière à moi. Mais voilà, c'est tout. Donc, on rappelle bien, parce que sur Facebook, on a des gens qui nous demandent où est-ce qu'on peut la trouver, etc. On a même vu une photo l'autre jour avec un monsieur qui tenait une bière à la main. Où est-ce que je la trouve? Donc, on est bien clair, c'est que chez Léon. Mais on n'est pas obligé de venir manger. On peut venir acheter juste sa bière. Alors, ou pas. Comment voilà, ça marche si j'ai envie d'un bac de bière chez Léon. Voilà, depuis peu, on vend les bouteilles. Donc on vend des bouteilles avec un bouchon de liège, des bouteilles de 75 centilitres, on vend ça à 15 €. Et on peut aussi bien les acheter pour les consommer à table que venir au restaurant et demander d'acheter 1, 2, 3 ou 4 bouteilles. Et puis on s'en va avec ces bouteilles. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est pour rendre service, c'est pour faire plaisir, des choses comme ça. C'est nouveau pour nous, c'est pas dans nos mœurs, je vais dire. Donc on n'a pas encore le sac, le packaging, différentes tarifications, des choses comme ça. Mais maintenant, tout doucement, elle commence à avoir son petit succès. Donc les gens qui viennent ici, qui déjeunent ou qui soupent, fin de soirée, ils disent tu sais quoi, je vais partir avec une, rajoute-en une sur l'addition, et il part avec sa bouteille pour le prochain barbecue avec les belles journées qui s'annoncent. Alors, dernière nouveauté, avant le bouquin, ça on aura l'occasion d'y revenir en temps voulu. La dernière nouveauté, ce sont les cartes. Alors, on va être prudent parce qu'on va essayer, ne dévoile pas tout, mais on peut dire déjà maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, donc sur Click Info, il y a des cartes à gagner, une par semaine. Oui. Alors, comme on est bien à Bruxelles, une fois, ce sont des cartes qui ont des petits noms très bruxellois. Alors, quand on est un bon bruxellaire et qu'on aime venir chez Léon, quelles sont les deux cartes? On va parler des deux premières d'abord. Quelles sont les deux premières cartes que vous lancez là à l'occasion des 125 ans? C'est sûr qu'à l'occasion du remodeling de notre menu, on avait décidé de mettre une belle phrase en bruxellois sur l'avant du menu. Après, avec Camilla, on s'est dit, puisqu'on change les caisses avec les black box et tout ce qui s'ensuit, on va faire un ticket de caisse en bruxellois. Parce qu'il faut savoir que chez Léon, on a un gros problème de langue. Il faut savoir que l'anglais, je peux pas passer à côté de l'anglais. On est quand même la capitale de l'Europe. Je suis à 500 mètres de la Grand Place, comme je vous le disais. Et on est en Belgique. Donc, moi, il faut du néerlandais et du francophone. Donc, à un moment donné, moi, mettre des menus ou des souches TVA en 3 langues, ça devient chargé, ça devient compliqué, ça devient plus très clair. J'ai dit, on est à Bruxelles, on est une famille bruxelloise et on a tous convenu ensemble de faire l'addition en bruxellois, de faire la petite phrase sur notre menu en bruxellois. Du coup, après, on en est venu aux cartes VIP, qui à l'époque, chez nous, on a des cartes VIP uniques. Donc, une carte VIP, on vient chez Léon, on a un discount. On s'était dit, justement, nous aussi, notre pierre à l'édifice, la génération montante, on s'était dit, on va essayer de perfectionner ça. Donc, on a fait des VIP, donc des very importants bruxellaires et non personality.
Alors, elle commence avec la ketch. La ketch, c'est la petite qui vous donne 15% sur l'entièreté de votre addition. Ketch, c'est le petit garçon. Un ketch, c'est un ketch, quoi. C'est un petit garçon, voilà, c'est un jeune homme. Voilà. Moi, j'ai toujours, c'est le ketch qui joue au quartier dans la Mijole, à la Mijole, parce que c'est un jeu ici d'Îlot Sacré qui tournait beaucoup. On aura peut-être l'occasion une fois d'en reparler. Donc cette carte-là, c'est pour tous les nouveaux demandeurs. Donc vous allez sur notre site, sur Facebook, ou vous nous envoyez un mail, et alors vous êtes détendeur de cette nouvelle carte Ketch. Ensuite, après un certain nombre de visites, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le verrez bien si vous voulez prendre une petite carte. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, c'est un nombre de points accumulés. Voilà. Quand on a cumulé ces points, on arrive à ce qu'on appelle la babelaire. La babelaire, elle vous donne 25% sur l'entièreté de votre addition. Traduit babelaire pour les amis français. Alors babelaire, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un. Tiens, j'en connais un. Voilà. Donc je crois que je fais un petit peu partie des babelaires, mais bon, c'est pas grave. Hein, j'ai été éduqué comme ça, j'aime beaucoup. Hein. Donc 15% pour la ketch. Voilà. 25% pour la babelaire sur l'entièreté de l'addition. C'est quand même un quart de l'addition complète. Ouais. Boisson comprise. Boisson comprise. Un quart. On enlève un quart. Donc vraiment. Très beau. Alors il va de soi que pour tous ceux qui étaient déjà détendeurs d'une carte VIP à l'époque de 20%, ceux-là, on leur a tout de suite donné la babelaire. Il n'y a pas de raison de rétrograder les gens. Oui. Par contre, les nouveaux, ben, on passe par la petite porte et on se fait un nom chez Léon. Et voilà. Et alors, après, la dernière, ben, on va garder un petit peu secret. On va garder pour la suite. Hein. Alors, cette semaine, c'est donc une carte Ketch à gagner. Là, je m'adresse à nos internautes et à nos lecteurs. Donc, une carte Ketch à gagner cette semaine. Il n'y a plus tellement de secrets maintenant. La deuxième sera à gagner, donc la 25%. La babelaire sera à gagner dans une semaine. Et alors, dans 2 semaines, on ne dévoile pas tout à fait la dernière. On peut juste dire qu'elle s'appelle, c'est un joli mot d'ailleurs en bruxellois, c'est la carte... Ah, celle-là, c'est la Stuffer. C'est quoi un Stuffer une fois dit? Un Stuffer, c'est... Il va encore dire je fais partie du club des Stuffers, comme je fais partie des babelaires. Non, Stuffer, tu n'es pas. Alors, un Stuffer, c'est... C'est une grande gueule. C'est un politique. Ah, voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est un politique. C'est un politique. C'est un politique qui se gonfle. C'est pas un dickeneck, parce qu'un dickeneck, c'est vraiment un dickeneck. C'est quelqu'un qui a un grand coup. Un Stuffer, c'est... Non, c'est vraiment... J'ai difficile à vous expliquer. Non, c'est pas bien, ça vient un Stuffer. Non, ça vient pas de... Plus je suis l'ancienne génération. Non, un Stuffer, pour moi, je le traduis vraiment par un... C'est quelqu'un de politique, c'est quelqu'un qui est un petit peu au-dessus de la mêlée, qui ne prend pas ni un grand coup ni un petit coup, mais il est un petit peu au-dessus de la mêlée de tout le monde, voilà. Voilà, donc le mystère n'est plus tout à fait entier, mais enfin on ne l'a pas défloré complètement. Mais ça, ce sera pour dans 15 jours, elle s'appelle la Stuffer. Et alors, je ne peux pas conclure en parlant avec toi sans parler de l'îlot sacré. Je vais raconter une toute petite anecdote. Il y a quelques semaines, on s'était retrouvés à un événement de viande anglaise, présentation des viandes anglaises, par Azerty. Et tu arborais fièrement une cravate vert et rouge. Vert et rouge, ce sont les couleurs, non pas de Bruxelles, parce que je faisais l'erreur et tu m'as corrigé, ce sont les couleurs de l'îlot sacré. Exactement. D'où te vient cet amour fou pour l'îlot sacré? L'îlot sacré, rappelle d'abord ce que c'est peut-être. Alors, l'îlot sacré, lors de l'exposition universelle 58, ils voulaient créer des quartiers. Et pour ensuite, après l'expo, les démolir. Comme tout ce qui était prévu pour l'expo et qui est resté finalement pour autre chose. Voilà. Donc il y a un comité qui s'est créé afin de préserver cet îlot sacré. Et il y en avait 8 autres qui devaient voir le jour, et ceux-là n'ont jamais vu le jour. Donc aujourd'hui, c'est le seul îlot sacré de Bruxelles. C'est donc un rayon de combien de mètres de la Grand Place? C'est pas grand l'îlot sacré. Il va pas. L'îlot sacré, c'est pas la Grand Place. Hein. Donc l'îlot sacré, ça commence à la petite rue des Bouchers, c'est la rue des Bouchers, la rue des Dominicains, et là en bas. Donc c'est pas très grand. Tout petit quartier. Et qu'est-ce que ça dit l'îlot sacré? Ça veut dire qu'il y a un comité pour les commerçants du quartier. Ça veut dire qu'on a nos couleurs. Ça veut dire qu'on a notre petite fête. Voilà, des choses comme ça. Seulement maintenant, c'est sûr qu'avec le temps, avec les années, ça s'est un petit peu perdu. Et je pense que là, avec tout ce qui se passe dans le quartier, je pense qu'on va y revenir. Voilà, je pense qu'on va y revenir. Est-ce que Tielemans ne représentait pas bien l'ancien bourgmestre qui était quand même très drôle, oui. Qui était PS, si mes souvenirs sont bons, et qui était absolument adorable, avec qui on a fait beaucoup de choses. Est-ce que lui n'avait pas cet esprit sacré, du feu sacré, de l'îlot sacré? C'était un vrai Bruxellaire quand même, par rapport à ceux qui sont venus. Je vais peut-être me mettre des gens à dos en disant ça, mais vous savez, même meilleur, son intention n'était pas mauvaise. Hein.
lui aussi, en voulant mettre un piétonnier, il veut redorer l'image de Bruxelles. L'intention est bonne, mais non, il s'est peut-être mal pris, peut-être. Puis les travaux ont tellement traîné, duré, mais aussi à cause des attentats. Vous savez, le pays, c'est comme une grosse société, c'est comme une grosse société. Nous aussi, on avait des investissements qui étaient prévus, qui sont tombés à l'eau à cause des attentats. La ville de Bruxelles, c'est la même chose. Ils avaient des projets, ils avaient des plans qui ont dû être repoussés à cause des budgets, à cause des attentats. Il faut payer des militaires, le commerce, ça rentre moins, des choses comme ça, donner des subsides, des choses comme ça. Donc, que voulez-vous? Et alors après ça, là, ça a été là, ça a commencé. L'effet boule de neige, et là, on y va. Et puis maintenant, et c'est dégueulasse. Et les clochards dorment là, et ceci et cela. Mais les clochards, avant, ils étaient où? Ils étaient dans le métro, ils étaient dans des galeries. Maintenant, ils étaient peut-être sur le boulevard, mais en attendant, ils étaient peut-être plus dans le métro. Donc, voilà, moi, je pense que tout ça, c'est un faux prétexte. C'est quelqu'un qui éternuait, c'est pas grave. Pardon? C'est quelqu'un qui éternuait, ouais. pas grave. On aurait dit un coup de fusil. Mais... Et maintenant, en refaisant tout le quartier, en voulant enlever les bâches pour laisser rentrer la lumière et tout ça. Donc oui, Tilleman, c'était un bon, meilleur... C'était un vrai Bruxellois, en tout cas. Voilà. Et puis c'était un autre temps aussi. C'était un autre temps, il y avait d'autres commerces, on jugeait moins, mais non, on est... C'est il n'y a pas longtemps pourtant, c'est il y a une dizaine d'années. Oui, ça a changé tellement, oui, les attentats ont vraiment changé la physionomie de la ville. Déjà, il y a pas loin de 10-11 ans, Jacques Velmans, la grande famille juste en face de chez nous, les Arbres de Bruxelles, remettait à Brasserie Flo. Donc déjà là, en 2007, on a commencé. Après ça, il y a toujours ces histoires, comme on raconte toujours, ces racoleurs. Alors qu'est-ce qu'un racoleur? Encore une fois, ce ne sont pas tous des racoleurs, ce ne sont pas tous des voleurs, il ne faut pas mélanger tout, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Maintenant, je suis personne pour juger ça. Maintenant, monsieur et madame tout le monde qui vient avec madame se promener dans le quartier, si vous faites attraper par le bras ou qu'on vous incite un peu trop à manger, voilà, c'est ça être un racoleur. Je ne dis pas qu'il y en a dans le quartier, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je ne vous dis pas qui c'est, mais en tout cas, voilà, si vous venez vous promener dans le quartier, qu'est-ce qu'un racoleur? C'est ça, c'est quelqu'un qui vous attrape et qui vous demande de venir manger chez lui. Voilà. Donc ça, comme dans toutes les villes touristiques du monde, où exactement. Ce qu'il y a, c'est que à ça s'ajoutent les pavés. Les pavés qui, les femmes, coincent leurs talons. Les hommes en costume qui ont la dalle magique, comme on l'appelle. Donc la petite dalle avec de l'eau et hop. Voilà, et ça m'arrive souvent, perso. Je suis très spécialisé en la matière. Donc, plus l'éclairage le soir, qui des fois, quand on est en bas de la rue, on se demande si on rentre dans un coupe-gorge ou si on rentre dans le quartier de Sacré, parce qu'on a de moins en moins d'enseignes lumineuses. Donc, c'est un petit peu un tout. Et c'est vrai qu'on a entendu qu'il y avait énormément de plaintes sur le quartier par rapport, mais justement, à tout ça, l'accumulation de toutes ces petites choses. Et là, maintenant, on est en train de traverser une traversée du désert, je peux l'appeler comme ça, mais je pense que c'est pour mieux refleurir. Vraiment, dans 1 an, 2 ans, allez, soyons peut-être même, peut-être faut tenir 3 ans, mais je crois pas, dans 1 an ou 2, je pense que le quartier va renaître de ses cendres. Le quartier va renaître de ses cendres, la génération montante est là, le délirium c'est bientôt la fille qui reprend, le fils va prendre la grosse brasserie, voilà, il y a les enfants marmitons qui étaient avec moi à l'école, il y a moi ici, on est la nouvelle génération, on a plein de projets, donc dès que le quartier sera refait, tout ça, je pense qu'on va essayer de recréer un comité, essayer de redonner un petit peu de dynamisme à ce quartier. Donc il y a une vraie nouvelle génération en fait, parmi le monde de la restauration de l'île de Sacré, il y a vraiment une vraie nouvelle génération qui prend les choses en main. Je pense, suite à toutes ces faillites, déjà, parce que elles sont pas que les brasseries Georges, il y en a pas mal dans les quartiers, là, même vous avez entendu les dernières en PRJ. Oui. Donc là aussi, les repreneurs, ils sont relativement jeunes, quand ils ont 40, 45 ans, 50 ans, ces gens ont encore une carrière professionnelle derrière eux, et ils veulent éventuellement, leur but, c'est pas de juste rajouter un petit pins à leur blazer, ce qu'ils veulent, c'est faire redorer ces restaurants, ils veulent les rendre d'antan, donc... Écoutez, moi j'ai un bon pressentiment. En plus de ça, mon année 2018 a relativement bien commencé. J'ai une très bonne ambiance ici chez moi au restaurant, donc je suis très content. Alors je ne sais pas vous dire si mon année a très bien commencé parce que je suis en train de récupérer les clients de toutes les brasseries de Bruxelles. Ça, on ne saura jamais, je ne suis pas Monsieur Soleil, donc on verra bien, mais en attendant, nous, on essaie de faire notre maximum. Mais encore une fois, on fait partie de ces gens qui ne restent pas au balcon et attendre. Quand il y a eu les attentats, on a investi. Tout le monde a serré les boulons, nous on s'est dit, il faut ouvrir et aller chercher les clients. Faut leur dire qu'on a les militaires devant la porte, faut leur dire qu'on est en sécurité, faut faire savoir notre savoir-faire.
Tout ça, il faut communiquer. Donc, on a pris un commercial, on a demandé à Camilla de faire plus de newsletters, de faire des promotions, des choses comme ça. Et on était chercher les clients. On n'a pas attendu et se plaindre. Non, il faut se bouger. Au moins, quand maintenant on se rase devant une glace, on n'a rien à se reprocher. Si les affaires vont bien, c'est grâce à nous. Si elles vont mal, c'est à cause de nous. Il n'y a pas de secret. Bon, après ça, il y a des circonstances atténuantes. Une bombe à la Grand Place, c'est pas à cause de nous. C'est sûr. Voilà. Mais si maintenant, du jour au lendemain, comme ça, on sert de la merde ou on s'occupe pas très bien de nos clients, des choses comme ça, ou on s'occupe pas de notre affaire quotidiennement, parce Là, que ça sera très vite. nous, la famille, on est là tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on vient à 6-7 heures le matin, si moi vous voulez que je sois là ce soir, à 9-10 heures, je serai là. Et voilà, j'essaie de tout faire et de rien faire en même temps, j'essaie de faire communiquer, parce qu'il faut savoir qu'une entreprise comme celle-ci, c'est quand même une grosse entreprise. Hein. Maintenant, de nos jours, l'administratif prend vraiment le dessus, mais il faut quand même jamais oublier qu'à la base, on est restaurateur et on est un restaurant. Tout ce qui compte, c'est vraiment le client qui pousse le pas de la porte. Du coup, tu parles beaucoup de Camilla. Mais Camilla, c'est un peu... Qui c'est Camilla quand même, parce qu'elle est hors champ, là, juste à ma droite. Oui, mais, Camilla, c'est un peu je vais dire mon bras droit. Hein. C'est vraiment Camilla, c'est elle, sur elle que je compte pour... elle s'occupe de la com, en fait. Pour m'aider. Oui, de la communication, mais même... allez, même un peu de secrétariat, je vais dire, justement, prendre rendez-vous avec toi. Tu sais, moi, quand je suis en bas, en cuisine, que j'essaie de regarder les roulements ou quoi, Camilla me téléphone et je peux lui faire confiance. Et elle est aussi un petit peu Léon, donc elle travaille tout le temps, elle travaille jamais. Si un jour elle a besoin d'un jour de semaine pour ses enfants, on est une entreprise familiale, et ben vas-y. Par contre, je sais très bien que samedi, si je lance les asperges, elle va prendre 15 minutes chez elle à la maison pour lancer ses asperges. Et ça, c'est une force, c'est une force pour nous. C'est vraiment une force pour nous d'avoir des gens comme ça. Mais encore une fois, c'est aussi la personne, mais c'est aussi nous, parce que on donne envie, je pense qu'on essaye d'être des bons patrons. Donc voilà, donc c'est un petit peu des deux, c'est un ensemble de choses. Moi, mon père, tout le monde, on n'y arriverait pas l'un sans l'autre. Je veux dire, moi, c'est plus moi qui fais le service des clients. Moi, j'ai besoin de mes chefs de rang, j'ai besoin de chefs de rang qui ont envie de travailler, qui sont fiers de travailler et qui sont contents de travailler. C'est important pour moi. C'est important que les gens, quand ils se lèvent le matin, ils disent pas merde, j'ai pas envie, que je peux pas trouver une excuse ou ceci ou cela. C'est important pour moi. Ils disent ah cool, aujourd'hui une nouvelle journée qui s'annonce, il y aura beaucoup de groupes ou pas, je sais pas, je serai fini plus tôt ou pas, je sais pas, mais on est content parce qu'on n'est pas là derrière à taper sur la tête des gens et il y a de l'ambiance, il y a du monde. Moi je peux témoigner voilà. En tout cas qu'un serveur, lorsque je suis venu la dernière fois, m'a expliqué qu'il travaillait chez vous depuis une semaine et que ça le changeait. Il m'a dit que ça le changeait de toutes les maisons où il avait travaillé avant. Parce qu'il se sentait respecté. Et dans l'Oreca, c'est vrai que ça a mauvaise réputation, l'Oreca, par rapport aux commis, aux serveurs. Ils sont souvent maltraités, c'est ce qu'ils disent. C'est une réalité, ça non quand même un peu. C'est un petit peu une réalité. Puis ce qui est bien aussi chez Léon, c'est qu'ils ont un petit peu leur indépendance. Donc moi, comme je disais là tout à l'heure, j'ai pas loin de 500 places assises. Il va de soi qu'au rez-de-chaussée, ça travaille mieux qu'à l'étage. Et afin de s'occuper mieux du client, on a inventé un système de troncs à l'époque et en fait nos chefs de rang sont rémunérés au chiffre d'affaires. Donc tiens qu'à eux de vendre et de gagner plus ou de ne pas vendre et de gagner moins. Alors il faut savoir que comme je vous dis, le rez-de-chaussée travaille mieux que l'étage, donc il ne faut pas non plus défavoriser l'un comme l'autre. Donc il y a un roulement et sur le mois tout le monde va dans tous les rangs. Tout le monde va dans tous les rangs. Et c'est là qu'on fait la différence entre le chef de rang qui vient et qui jette la carte menue sur la table et qui revient après un quart d'heure. Vous avez choisi apéro, entrée, plat, dessert, merci, au revoir. Tandis que le chef de rang qui donne la carte et puis qui va faire un petit tour 1 minute 50 et puis qui revient et qui dit une petite boisson pour commencer, vous ferez plaisir. Il faut donner envie. Je peux vous aider à choisir. Voilà, est-ce que je peux vous aider? Par contre, il y a des choses qu'on apprend. Par exemple, la phrase « Est-ce qu'un apéritif vous ferait plaisir ?» Cette phrase, ça ne marche plus. Cette phrase n'existe plus. Un apéritif, dans la tête des gens, c'est un whisky, c'est un martini, donc c'est non. Et alors on s'en va et oui, mais par contre, je veux bien un coca ou une demi-bouteille d'eau. Donc là maintenant, on insiste vraiment là-dessus, on pèse nos mots et on donne du choix. Donc une petite boisson pour commencer vous ferait plaisir, une bière, un verre de vin, un coca, un Pepsi. Et là, une fois sur deux, le client dit oui. C'est plus ouvert. Si le client dit non, c'est pas grave. Mais au moins on se doit de le proposer. Si ça tombe, il vient de marcher une demi-heure dans le quartier, il veut arriver, il veut juste boire sa bière et se désaltérer. Et puis voilà, ça fait partie. Pareil pour le dessert. Le chef de rang qui débarrasse les 2 casseroles de moules et les clients ont la bouche pleine et qui disent vous voulez un dessert c'est pas très... Voilà. Non, on enlève ces casseroles de moules, on fait une belle table, on débarrasse la table et on vient avec les menus. Et on donne les menus. Et si les clients disent pas de dessert, juste pour regarder, ça coûte rien de juste regarder.
Ou bien, vous savez, la mousse au chocolat, faut pas avoir faim, c'est une très belle recette de Bob Lyon. Et encore une fois, si là le client dit non, il dit non, mais au moins on l'a proposé. Et notre métier, c'est quand même de proposer. Notre métier, c'est quand même d'essayer, je vais pas dire de vendre, hein, parce que notre but premier, c'est pas de vendre. Notre but premier, c'est de faire découvrir. Notre but premier, c'est de faire passer un bon moment au client au restaurant. C'est ça notre but premier. Alors après ça, vous savez, moi j'ai un ticket moyen à 22 €. Et bon, j'aimerais bien l'augmenter. Il tourne entre 22 et 25, on aimerait bien l'augmenter, mais c'est aussi ce qui fait notre richesse. Chez Léon, comme je l'ai dit sur ma carte en bruxellois, le homard n'a pas honte des moules, ni il s'en sert de la gueuse. Vous avez un peu de sous, vous voulez une table dans un coin avec une bouteille de tétingé et du homard avec une addition à 300 €, on peut vous le faire. Mais vous êtes avec un couple de parents avec 2 enfants, les enfants mangent gratuit, les 2 parents prennent un saucisse Toump à 8 €, 2 coca, une carafe d'eau, l'addition il y en a pour 18 € et on est moins cher qu'au Quick. Et mon saucisse Toump, il est bon. Et les enfants, on leur donne de la compote avec le poulet, avec les frites, ou le spaghetti bolo, ou des moules, ou une omelette, des choses comme ça. Donc c'est relativement sain. Et puis on offre la petite glace. Voilà, donc voilà. Alors 125 ans, on va conclure. Kevin, 125 ans, tu es la 6e génération, tu as tes frères et sœurs. Oui. La 7e, on le disait, est en route. Pour les 125 ans qui viennent, qu'est-ce que tu souhaites à cette enseigne en fait? Ben, j'espère que je vais pouvoir, avec les nouvelles technologies ou la médecine, peut-être que je pourrai encore tenir 125 ans, hein. Je vais arriver à 250. Qui sait? Puisque Depuis déjà à lors, c'est vrai que 125 ça a ans. beaucoup augmenté, donc pourquoi pas? Mais écoutez, déjà, que reprendre le flambeau, c'est déjà du travail. Déjà, premièrement. On imagine. Ça, c'est déjà un travail. J'ai la chance que mon père a mis sur pied une entreprise qui est bien où il est. Il faut être bien entraîné, il faut bien s'occuper de son personnel et il suffit pas de tenir, quoi. Il suffit pas de tenir les baguettes et c'est bon, tout roule tout seul. Non, il faut assurer le suivi. Il faut montrer aux gens qui ont des legs qu'on s'intéresse à eux. Quand on lit un bilan et qu'il y a des dérapages, il faut après aller chez la personne concernée. Et ça lui montre bien qu'on a un intéressement, qu'on est intéressé. Après ça, on évolue avec notre temps, comme je le disais là tout à l'heure. Donc c'est sûr que moi, j'ai certaines envies que mon père n'avait pas. Il en a eu d'autres que moi, je n'ai pas. Mais petit à petit, ça se fait. Et je remercie mon père de me laisser faire parce que depuis que je suis là, j'ai pu déjà apporter certaines choses ici au restaurant. Et j'en suis ravi. J'en suis ravi. J'ai pas la science infuse. Mon père non plus, mais il est de très bons conseils. Et s'il y a une chose qui fait bien, c'est vraiment du Léon. Et je suis vraiment très fier. Et c'est pour moi une excellente formation. Et j'en ai appris plus avec mon père en ces quelques années ici qu'en toutes mes années à l'école. Et c'était vraiment un bon patron. C'est vraiment quelqu'un en qui j'ai envie de ressembler. Voilà. Kevin, merci beaucoup. On se retrouve à la rentrée de toute façon parce qu'on n'a pas fini de célébrer vos 125 ans avec Click Info. Donc on se retrouvera à la sortie du bouquin. Et puis pour nos internautes, dans 15 jours, ils sauront quel est ce fameux cadeau qui risque de les faire tomber par terre ou peut-être sur une chaise. Ah ben voilà. Merci voilà. Marc, toi de bientôt. Avec plaisir.